Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Keun. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 133e numéro du Synthé Night Club. Depuis février 2021, vous avez pris l'habitude de retrouver l'équipe du SNC les lundis soirs pour parler de votre club de cœur, un club qui joue en vert et blanc, un club pour qui notre passion ne retombe pas. Avec Synthé, je vis en continu la fougue, l'intensité d'un premier amour depuis que j'ai 7 ans, et ce, malgré les coups de vent qui feraient dévier bien des cœurs passionnés. Il y a plusieurs équipes parmi les amoureux de football. La première serait composée de voraces et curieux qui sont prêts à regarder les matchs de Détroit norvégienne. Une deuxième équipe serait composée de ceux qui ne vivent leur passion qu'à travers leur club de cœur sans se soucier du reste du monde. Et enfin, une troisième qui réunirait ces deux aspects au gré des saisons. Mais ces dernières saisons, on avait pris l'habitude d'être notre principal adversaire. Peu importe la forme de chacun, la SSE pouvait se saborder ou se magnifier toute seule en parfaite autonomie. La fin de saison approche, le classement est ultra serré, alors ce soir, une fois n'est pas coutume, nous allons élargir notre horizon footballistique pour parler de ce passionnant sprint final qui s'annonce en Ligue 2. Et pour ça, l'équipe du SNC vous a préparé une émission spéciale avec plusieurs invités. Tout d'abord, journaliste pour RMC Sport, animateur pour l'intégral foot les samedis et dimanches, animateur également du très bon podcast Ligue 2 BKT Le Débrief. J'accueille tout de suite Benoît Boutron. Bonsoir Benoît. Salut à tous. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Content d'être parmi vous, hein. Très content. Grande première pour moi. Très content de t'accueillir également. C'est vrai que mine de rien cette saison on a pris l'habitude de suivre le podcast Ligue 2 Le Débrief et c'est bien agréable. Bravo à toi. Et il y a les joueurs des Verts en plus, hein. Ça fait 2 ans, on avait Anthony Briançon l'an dernier, on a Denis Sapia cette année, donc ouais. Au moins vous entendez parfois les joueurs de l'AS Saint-Etienne. Ouais. Oui, à défaut de plus entendre parler de Saint-Etienne dans l'after, on peut l'entendre quand même un petit peu sur les podcasts d'RMC. De temps en temps, hein, Dalloglio était l'invité d'RMC hier. C'est vrai. Avec nous également Cyprien Leger, journaliste pour Oxygène Radio, suiveur du Stade Lavallois, mais qui a aussi un œil attentif sur le SCO d'Angers. Passé par France Bleu et Ouest France, il a par le passé couvert l'actualité du FC Nantes. Et vous avez déjà potentiellement pu le lire dans les colonnes de la Mise au Vert. Bonsoir Cyprien. Salut Keun, bonsoir à tous. Comment vas-tu ? Salut. Eh bien écoute, en pleine forme, ravi de pouvoir parler de ce magnifique championnat et de ce magnifique club qui joue en tango et noir. Et de l'AS Saint-Etienne, bien évidemment. Je ne vais pas mettre tout le monde à dos directement. Bien sûr. Avec nous également Julien Benbouali, journaliste à Lyon Républicaine, suiveur de l'AJOCR, qui est là ce soir pour nous parler du club qui est pour l'instant, je dis bien pour l'instant parce que ça ne durera pas jusqu'à la fin de saison, ou peut-être que si, l'AJOCR. Bonsoir Julien. Bonsoir. Comment vas-tu ? Salut. Ça va plutôt pas mal, hein. Comme les joueurs en profitent de la trêve pour se reposer, et quand on est leader, ça se passe toujours bien. Est-ce que tu es serein justement sur cette place de leader ? On va développer bien sûr, mais est-ce que tu as les jambes qui tremblent ou est-ce que pour l'instant tu te dis bon, les stats sont bonnes ? Ouais, je vois que du côté de Saint-Etienne, on a de grands espoirs, mais j'ai peur qu'il reste pas assez de matchs pour revenir quand même. Ouais. C'est vrai que là, il reste 9 matchs dans cette saison de Ligue 2 et donc on va parler tous ensemble de ce sprint final. Avec nous également ce soir, Sylvain de Green Prospect, spécialiste tactique de l'émission et fin connaisseur de la formation stéphanoise. Bonsoir mon cher Sylvain. Bonsoir mon très cher Keun, j'ai cru que tu allais m'oublier. Non, quand même pas. Je suis ravi d'être là, Ça reste une émission de Saint-Etienne, il faut quand même qu'on ait un spécialiste de Saint-Étienne. Ouais, spécialiste, tout de suite les grands mots. Non, je suis ravi de cette émission, ça va être sympa d'échanger et d'ouvrir un peu nos horizons sur autre chose que la SSE parce que ce championnat de Ligue 2 est malgré tout passionnant par le sprint final qui s'annonce. Ouais, c'est très très serré. Bien sûr également, bonsoir à vous qui êtes là dans le chat, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Juste avant de commencer cette émission et pour conclure cette intro déjà beaucoup trop longue, je tiens à remercier quand même Romain et Karl pour la préparation de cette émission qui m'ont bien aidé. Et surtout, féliciter les joueuses de l'AS Saint-Etienne qui viennent de valider leur maintien. Une mission qui était pourtant pas gagnée d'avance au vu du début de saison. Donc un gros bravo aux Stéphanoises pour ce maintien acquis. Allez, c'est parti, jingle, on commence. Active Synthé Night Club, le débrief.
Alors messieurs, ce soir donc nous sommes en compagnie de Benoît Boutron qui donc suit la Ligue 2 de manière générale, et puis également on a des spécialistes du SCO, de Laval et de Auxerre qui nous accompagnent. Tout d'abord, on va faire un petit peu large. Est-ce que vous pourriez me dire un petit peu l'événement marquant pour vous cette saison dans votre club, ou pour toi Benoît pour la Ligue 2? Ça peut être un joueur coup de cœur, un événement particulier de cette saison, une tendance à suivre, etc. Quelque chose que vous avez adoré pour l'instant dans cette Ligue 2 qui n'est pas terminée mais qui est déjà bien entamée. Et je vais commencer avec toi, Benoît. Bah, moi, j'ai un regard un peu plus global, hein, c'est sûr. Moi, je suis un peu tous les clubs, un peu tout ce qui se passe. Mais je pense que vous vous y attendiez pas. Mais je voudrais parler de Dunkerque quand même. Parce que c'est quand même une folle série que sont en train de réaliser les Dunkerquois. Ils étaient relégables en fin d'année civile. Et là, ils sont sur 10 matchs sans défaite. 4 victoires, un nul sur les 5 dernières journées. Et en plus, avec des joueurs totalement méconnus. Il y a un mélange d'expérience et de jeunesse. Et nous, on a eu la chance de recevoir un gamin qui s'appelle Jessim Yassine. On l'a reçu il y a 10 jours, je crois, dans le podcast. Ouais. Une histoire folle. Le gamin jouait à Marignane en U19. Il signe à Dunkerque pour jouer en U19. Il fait 2 entraînements. Il se retrouve dans le groupe. Il entre à Grenoble. Et le gars se retrouve titulaire en Ligue 2, alors que c'est encore un tout jeune gamin. Il a affronté d'ailleurs la S Saint-Etienne. Il était comme un gosse parce que il vient de la même ville qu'Anthony Briançon, donc il l'a vu en vrai, il a pu lui serrer la main à la fin du match. Donc c'est vraiment la belle histoire que je trouve sympa à raconter sur cette saison. Après, il y a plein d'autres choses à dire sur d'autres clubs, mais dans les aspects positifs, il y a celui-là en tout cas. Et c'est vrai que j'ai le classement de la phase retour. Si on regarde le classement de la phase retour, Dunkerque est premier de Ligue 2 avec 24 points en 10 matchs joués. C'est assez énorme, assez extraordinaire, alors qu'ils avaient démarré un petit peu plus lentement. Je vais enchaîner avec toi, Cyprien. Est-ce que tu pourrais nous partager ton coup de cœur de cette saison pour le moment? Ah, je vais être un petit peu chauvin, hein. Je vais parler T'es là évidemment pour ça. de Laval et ce que je connais le mieux. Le coup de cœur jusque-là, c'est alors on gagne plus à domicile depuis le 30 septembre, mais je pense que c'est ce qui a lancé Laval tout de même, c'est les premiers matchs à domicile de la saison. Et quand il faisait encore beau, encore chaud à la fin de l'été, tout début de saison, Laval renverse Caen, renverse Guingamp. Dans le temps additionnel, c'était au tout début de saison où Caen, je crois, ils avaient gagné leurs 4 premières journées. Et t'es mené à la 88e et tu renverses tout dans un stade Francis Lebasser bouillant. Pareil, tu avais fait la même chose face à Guingamp quelques semaines après. Donc vraiment, c'est le moment fort et qui lance la série de 7 victoires de rang. C'est ce début de saison à domicile complètement fou et à l'extérieur aussi, hein, mais ces matchs à domicile où tu emmènes le public avec toi et tu bâtis, je pense, pas mal ta saison là-dessus. Ça crée un esprit entre le public et le groupe qui était déjà fort. Et puis ça te donne les moyens et ça te fait penser que tu peux tout basculer, même quand tu es encore mené à la 85e. Enfin, limite, en début de saison, tu étais mené à la 85e, tu te disais, bah, tranquille, c'est bon, on va gagner. Donc, c'était vraiment un état d'esprit incroyable où rien pouvait arriver à Laval, un peu plus que maintenant. C'est vrai que Donc, ouais, je pense sur la que phase c'est aller, ça qu'on va retenir. Sur la phase aller, je vous ai affiché le classement. Laval qui est quatrième de la phase aller, qui est vraiment l'équipe surprise de ce début de saison. Sylvain, juste avant le début de l'émission, tu me disais justement que Laval, tu pensais que ce serait le tube de l'été et que tu étais surpris de les voir encore bien positionnés à ce stade-là de la saison. Tout à fait. Et d'ailleurs, je me rappelle qu'on avait fait une émission au début de saison après le démarrage catastrophique de la SSE et je disais que justement ça durerait pas. On voyait une équipe qui marquait justement, comme l'a très bien dit Cyprien, dans le temps additionnel, des scénarios absolument dingues où tout tournait en leur faveur, etc. Et force est de constater que ça va toujours aussi bien pour eux. Et sincèrement, je dois admettre que j'ai plus peur actuellement, c'est peut-être naïf de ma part, mais j'ai plus peur de Laval que de Angers sur cette fin de saison. Eh ben, c'est parfait, tu m'offres une transition. Ben justement, Angers, est-ce que actuellement on arrive à trouver du positif, et si oui, qu'est-ce que serait ce positif sur la saison? Tu me poses la question à moi, Kun, j'imagine. Ouais.
Ouais. Le positif, c'est ta première partie de saison. Je pense qu'il faut pas tout jeter. Comme beaucoup d'équipes, Angers avait pas encore eu de passage à vide. Là, la dynamique en 2024 s'est clairement effondrée. Mais l'avantage, si c'en est un, c'est que tu peux trouver des raisons. Tu as eu la CAN avec le départ de ton gardien Fofana. Il est revenu plus boosté que jamais, puisqu'en plus il l'a gagné. Mais tu as eu la blessure d'Odioni, tu as eu la méforme d'Abdelli, de Jordan Lefort. Donc, c'est des raisons qui s'expliquent. Et puis, je pense, et alors ça, on ne le mesurera jamais, qu'il y a aussi la pression de voir que tu es premier, que tu es deuxième. La pression de monter, des fois, enfin, les coachs l'expliquaient, Alexandre Dujeu le disait une fois à demi-mot, mais une sorte de bonne pression, mais qui peut facilement s'inverser. Donc, je pense que c'est ça qui se passe pour Angers, mais faut espérer que ça soit juste passager. Mais c'est une équipe, quand elle est à 100% de ses moyens, qui est très forte dans son 11 de départ. Ce qui leur manque, c'est vraiment un banc. On voit des équipes comme Caen, comme Auxerre, comme Saint-Etienne, qui peuvent clairement sortir des joueurs qui te font gagner un match. Ça, c'est le problème d'Angers, c'est que sur le banc, t'as pas 36 000 solutions si tu as un ou deux absents. Et est-ce que tu penses que la situation actuelle du club, on va dire, sur les à côté, peut avoir un impact sur le terrain? Alors ça, c'est difficile à dire. Évidemment, quand on pose la question, on nous dit que non, hein, du côté de la Baumette, du côté d'Angesco. Logique. Pour rappel, hein, Saïd Chaban, qui a été condamné vendredi dernier à 2 ans de prison, dont 1 an avec sursis pour agression sexuelle sur cette femme qui avait porté plainte. Et il est déjà de retour au tribunal, plus fort que jamais, Saïd Chaban, hein, puisque après le délibéré vendredi, il y est déjà de retour à Bobigny, cette fois depuis ce matin, pour une affaire qui concerne aussi Saint-Étienne, je crois d'ailleurs, blanchiment d'argent et en bande organisée et exercice illégal de la profession d'agent. Il y avait eu des descentes, je crois, du côté de Saint-Étienne et du côté d'Angers, mais pour les mêmes affaires. Donc là, ça concerne Saïd Chaban et le club d'Angesco et quelques agents. Donc est-ce que ça joue? Je pense, en tout cas, on essaie que ça joue le moins possible. On essaie de préserver vraiment. Il y a Saïd Chaban d'un côté et le Alexandre Dujeu, l'entraîneur d'Angers, et son groupe de l'autre. Après, évidemment, on n'aime pas voir le médiatiquement. On préfère parler de jeu que de voir des affaires extra sportives comme ça. J'imagine que forcément les joueurs, quand ils ouvrent leur journal le matin, ça fait jamais plaisir. Après, on saura jamais. C'est pas des choses qu'on dit vraiment en fait. Ok. On va terminer avec Auxerre. Bon, là, je pense qu'il y a beaucoup de positifs à retenir cette saison, mais si tu devais garder un événement, un joueur, quelque chose qui t'a marqué positivement cette saison pour l'instant. Oh, c'est difficile, hein, parce que c'est la place de leader, c'est le fait pour un relégué de rebondir immédiatement, parce que c'est jamais évident. Et finalement, la place de leader, on peut toujours en discuter, mais elle n'est pas galvaudée, je pense pas. Je pense que dans le jeu, notamment offensivement, c'est certainement l'équipe qui produit le jeu le plus qualitatif et le plus constant depuis le début de la saison. Donc c'est ça qui est assez impressionnant. Il y a eu une série de 14 matchs sans défaite, débutée par un fabuleux 5-2 contre Saint-Etienne, et à la limite, c'est ça qui est drôle, terminé par une défaite 1-0 à Geoffroy Guichard. Comme ça, au moins, je ne peux pas rappeler que des mauvais souvenirs. Mais voilà, moi, je pense que c'est ça. On se demandait dans quel état d'esprit la JOCR allait retrouver la Ligue 2, et elle l'a retrouvée de belle manière. Et maintenant, faut espérer que ça dure. Et ouais, et justement, Auxerre, donc ils ont commencé pas mal de choses en coulisses pour se préparer à la remontée en Ligue 1 déjà, agrandissement du stade pour la prochaine saison, inauguration du musée de la JOCR. Il y a quand même pas mal de choses qui se mettent en place on va dire, avec l'espoir de remonter directement. Ouais, et d'y retourner en étant plus fort, façon de parler. C'est vrai que quand on est en Ligue 2, qui est un championnat assez fabuleux, on le voit encore cette année, il y a du suspense en haut, du suspense en bas, mais on a tendance à sous-estimer le gap qui est monumental en fait avec la Ligue 1. Auxerre s'en est rendu compte il y a 2 ans, et donc tout de suite l'objectif c'est de revenir en étant plus fort. Et comment être plus fort? Avoir plus de moyens. Comment avoir plus de moyens? Créer plus de revenus, et donc ça passe forcément par une meilleure utilisation du stade, et pour ça, faut déjà le rénover, essayer de l'agrandir. Mais effectivement, cette relégation, ils l'ont pas pris comme une sanction, ils l'ont pris comme un enseignement fort pour essayer finalement de rebâtir sur ce qui était potentiellement un échec, mais qui a été, je pense, assez fondateur. Tout à fait.
On le voit bien, hein, je crois que l'affluence du musée de Sainté prouve que ça peut être une bonne idée de mettre en place ce genre d'à côté au stade. Sylvain, même si ici on est plutôt entre supporters stéphanois, je vais quand même te demander, toi, si tu dois retenir un événement marquant de cette saison. Est-ce que tu parlerais du changement de coach? Est-ce que tu parlerais de la dynamique actuelle? Est-ce que tu parlerais du mercato d'hiver? De quoi tu as envie de parler? Finalement, les trois choses que tu dis, c'est des choses qui sont mêlées les unes avec les autres. Et le lien de tout ça, c'est Olivier Dalloglio. Le changement de coach, évidemment qu'il a été bénéfique. Il a insufflé une nouvelle dynamique. Il a permis de casser une spirale qui malheureusement ne fonctionnait pas depuis 18 mois. On voit véritablement le changement d'attitude, de niveau physique, de niveau technique, de niveau d'exigence, de niveau même mental. La gestion de jouer à Geoffroy Guichard devant 35 000 personnes, on voit le match contre Auxerre, que les joueurs sont maintenant prêts alors qu'on avait tendance à croire que ça les tétanisait que ce soit l'année dernière ou même cette année. Donc je crois que c'est indéniable de dire que le fait que Olivier Dalloglio arrive ait été une bonne chose, d'autant plus que c'est un secret de polichinelle, mais c'est lui qui a mené le mercato hivernal. Tout le monde le sait que c'est lui qui a fait les dossiers et que c'est lui qui a convaincu les joueurs de signer. Donc voilà, évidemment que c'est le changement d'entraîneur qui a tout changé et c'est même frustrant de se dire qu'on a peut-être trop attendu pour ça. Parce que quand on voit la dynamique depuis son arrivée, c'est quand même difficile de voir que c'est pas nettement mieux que son prédécesseur. Ouais, c'est sûr. Benoît, je reviens vers toi. Si Ouais. on sort un petit peu des quelques clubs là qu'on va suivre particulièrement ce soir, Mhm. il y a Grenoble quand même qui faisait un très bon début de saison et qui là est dans le dur, hein, clairement. Ils se sont séparés Ouais. de Vincent Ognon il y a une dizaine de jours. Qu'est-ce qui se passe à Grenoble? Comment ça se fait qu'il y ait un tel déclin? Ben, je pense en fait que c'est un club qui, et souvent ça marche comme ça, vous qui suivez la Ligue 2, vous le savez, mais c'est un club qui était dans un cycle incroyable, qui a surperformé en début de saison. On les a retrouvés plusieurs fois dans le top 5 et on s'est dit bah, peut-être que Grenoble va jouer les troubles fêtes. Mais il y a un constat net à faire, c'est que quand vous regardez l'effectif grenoblois, il y a pas mal d'anciens joueurs, il y a des jeunes aussi prometteurs, mais c'est pas du tout du calibre des clubs dont vous venez de me parler en fait, que ce soit Auxerre, Angers, même Saint-Étienne qui revient bien. Euh, Finalement, moi, ok, la dynamique est très mauvaise, mais je me dis que Grenoble est pas loin d'être à sa place. Tu vois, ils sont dixièmes, ils sont au milieu de classement. Et quand je vois les équipes devant, je me dis qu'Amiens, Caen ont eu un meilleur effectif. Le Paris FC, ça se discute. Guingamp et Rodez sont en pleine bourre, donc ça marche bien. Mais pour moi, il y a pas de honte pour Grenoble à être dixième de Ligue 2, tu vois. Et malheureusement, Vincent Ognon qui fait quand même du beau boulot, hein, faut quand même souligner ce qu'il a fait depuis quelques mois sur le banc grenoblois, bah, il a un peu payé ça, cette très mauvaise série. Et finalement, bah, c'est assez dur à expliquer. C'est un peu ce qui vous est arrivé à vous, supporters stéphanois. C'est-à-dire que tu te dis que ça repart bien, tu te dis qu'il se passe des choses, et puis d'un coup, il suffit d'un élément, un facteur. Je pense à la blessure de Gauthier Larseneur, vous l'avez bien vu ce que ça a changé dans votre club. Et tout d'un coup, tout se dérègle, la confiance part, et puis tu finis par licencier ton entraîneur parce que c'est le truc le plus simple à faire, tu vois. Donc, c'est dur en fait de tirer des conclusions. Nous, on discute pas mal avec les joueurs, c'est le concept du podcast, et on a vécu la même chose aussi avec Romain Thomas. Et parfois, les mecs, ils comprennent pas, quoi. Si tu veux, il y a des mauvaises séries qui se mettent en place, c'est un problème de confiance, et tous les joueurs te le disent. Comme la Ligue 2, c'est un combat chaque samedi, bah, quand t'es pas armé, bah, tu te fais secouer et tu peux perdre les matchs, quoi. Donc, c'est juste une question de dynamique pour moi, tu vois. Et, ouais, et on a vu cette saison qu'il y avait quand même pas mal de séries qui s'entrecroisaient. Ah, c'est fou, c'est fou. Ouais. C'est assez incroyable, ouais. Le classement de la. On s'est fait un petit visuel classement phase aller, classement phase retour. C'est assez hallucinant de voir à quel point les places sont différentes. Avec. Mais tu sais, je pense, ce qui est marrant pour vous d'ailleurs, supporter de Saint-Étienne, c'est que finalement tout va bien en ce moment. Mais avec tout ce que vous avez traversé, je pense que vous n'êtes pas non plus ultra confiant pour vous dire que vous allez vous mêler à la montée directe en Ligue 1 avec les deux premières places, quoi. C'est-à-dire que vous avez tellement connu de désillusions qu'au fond de vous, vous devez vous dire,
Bah, quand même, on va rester prudent parce que oui, il reste 9 matchs, mais on connaît notre club et il est capable de perdre 3 matchs d'affilée dans le sprint final, tu vois. Un peu ce qui est arrivé à Bordeaux l'an dernier d'ailleurs. Bordeaux qui aurait dû monter et qui s'est sabordé sur la fin de saison, tu vois. Bah, c'est ce qu'on disait en début d'émission, c'est que Saint-Étienne, au final, a pas tant besoin de ses adversaires puisqu'elle est son principal adversaire. On est capable de s'auto-saborder assez régulièrement. Euh, Et c'est pour ça, si tu veux, que pour moi, et juste pour faire un peu le bilan de tout ce qu'on s'est dit, parce que vous êtes des spécialistes de vos clubs, mais moi qui regarde ça un peu plus de loin et qui a un regard un peu plus global, pour moi, il y a vraiment un monde cette année entre Auxerre et les autres, si tu veux. hmm. Parce que oui, Auxerre peut perdre des matchs, Auxerre peut perdre des points. Tu as quand même un fond de jeu incroyable. Tu as une équipe qui a mis 53 buts en 29 matchs et qui met en difficulté n'importe quel adversaire. Dès que tu as un joueur de Ligue 2 dans le podcast, il te dit la meilleure équipe, c'est Auxerre. C'est-à-dire que c'est une évidence pour tout le monde. Ouais. Et en plus de ça, ils ont pas mal de profondeur d'effectifs. Donc je vois pas comment Auxerre pourrait déjà ne pas être champion de Ligue 2. Et ensuite, à mon avis, c'est très dur d'envisager autre chose qu'une montée directe pour la GIA, tu vois. À Auxerre, on y pense au fait que ça puisse arriver une non-accession en Ligue 1, Julien, ou pas du tout? Là, aujourd'hui, non, pas vraiment. On s'est posé la question récemment parce qu'on a les problèmes à la taille de notre saison. Donc, c'est-à-dire que récemment, il y a eu 2 matchs nuls de suite à domicile, suivi de la défaite à Saint-Étienne, 3 matchs en victoire. C'est le début. Pour de l'extérieur, ça peut paraître rien, mais ici, c'était vraiment le match charnière juste avant la trêve contre Caen et ils le gagnent. Donc, je pense que tu as dit là, il y a quelques instants, que quand on regarde le classement de la phase aller et de la phase retour, c'est incroyable le changement de position. Bah oui, pour tout le monde sauf pour Auxerre, j'ai envie de Ouais, dire c'est deuxième vrai. de la phase aller, Bah actuellement oui, troisième de la phase retour. bien sûr. Donc là, c'est vrai que ce qu'a dit Benoît, je peux que y adhérer. Je suis pas surpris que les autres joueurs de Ligue 2 le disent. Je pense encore une fois, une première place jusqu'à présent logique, mais surtout qui traduit la domination dans le jeu de la JOCR, même si comme tout le monde, elle peut avoir des périodes plus délicates. Justement, en parlant de dynamique, je vous ai affiché pour ceux qui sont sur le live là un petit graphique qui indique l'évolution des points tout au long de la saison. On voit le gros passage à vide de Saint-Étienne là au milieu de saison avec, je crois, 6 défaites d'affilée ou 5 défaites d'affilée, je sais plus, mon cerveau a décidé d'oublier. Euh, 5, je crois. Ouais. Ouais. Ouais, il me semble, hein. Euh, Angers, on voit que ça stagne, c'est compliqué. Euh, tu les vois terminer comment, Angers, toi, finalement, Cyprien? Bah, c'est vrai que c'est difficile à dire parce qu'en 2024, c'est une très mauvaise série. Tu l'affichais tout à l'heure. Euh, moi, enfin, je suis toujours confiant dans le sens où je dis pas qu'ils vont monter direct ou tout le monde le dit, un peu comme Auxerre. Mais je pense qu'ils vont quand même être là jusqu'au bout. Ils vont avoir des échéances très importantes. Il y a le derby face à Laval qui arrive dès le 6 avril. Donc déjà, ça va mettre pas mal de choses à niveau. Angers, ils ont ce passage à vide, mais je vois pas pourquoi ils rebondiraient pas maintenant qu'ils ont récupéré tout leur effectif. La seule chose qui manque véritablement à Angers, c'est le banc, j'en parlais tout à l'heure, et les entrées de Jean-Matteo Baoya. Il dynamitait absolument tout quand il entrait. Il y avait une certaine force à domicile où tu prenais 0 but et tu gagnais tout le temps. Saint-Étienne est passé par là et depuis, il arrive, Angers n'arrive plus à grand-chose à Copa. Je pense que malgré ce passage à vide, ils sont en train de se ressaisir quand même. Ça travaille bien. Le groupe est là, le groupe est réceptif, l'entraîneur est là. Ils sont prêts à se battre pour la montée. Je dis pas que ça va le faire, mais je pense qu'il faudra ils seront pas largués à 5 journées de la fin ou un truc comme ça. Vraiment, ils vont être dans la bataille jusqu'au bout et ils ont cet avantage que finalement derrière ça n'avance pas tellement en fait et c'est un peu pareil pour les 4 équipes dont on parle ce soir. Derrière ça a beaucoup de mal à avancer. Laval on est encore là parce que derrière ça n'avance pas dans le championnat où tout le monde bat tout le monde. Je pense qu'avoir un capital de points comme Angers, comme Auxerre l'ont déjà, Ouais. ça aide pas mal. Ça aide pas mal à rester devant en faisant quelques bons résultats et en accrochant un nul à l'extérieur par-ci par-là. Donc, je pense que ça devrait le faire au moins pour les 3 premières places jusqu'à la fin de saison. Et alors, j'ai envie de te poser une question. J'espère qu'il le prendra pas mal s'il nous écoute. Mais comment vous faites avec Loïs Diony? Parce que nous, le souvenir qu'on en a à Saint-Étienne,
honnêtement, c'est peut-être un des plus gros flops qui soit passé par Saint-Etienne. C'est le plus gros Ouais. transfert de l'histoire pour nous. Comment ça se fait qu'il soit autant en confiance à Angers cette saison? Bah, déjà, il est en Ligue 2 et aussi, il a eu sa grosse blessure qui l'a écarté quasiment 9 mois des terrains la début de saison dernière. Et en fait, je pense que ça a tout remis à niveau chez lui. Il a travaillé comme un dingue pour revenir. Il s'est fait un mal fou. L'entraîneur lui a fait confiance, mais en même temps, ne l'a pas ménagé. Et vraiment, il s'est fait hyper mal. Et c'est redevenu le buteur qu'il a été à Dijon, par exemple, où en fait, dans la surface, rien ne lui résiste. Très très fort dans la surface, et c'est là qu'il est le plus performant. Dans le jeu, on le voit pas énormément, Loïs Diony, hein, très clairement. Oui, Mais dans la surface, il est irrésistible cette saison, en fait. ouais. Oui, c'est vrai qu'il a ce côté clinique qui fait du bien pour Angers. Ouais, Euh, il l'a prouvé, ça. Ouais. En termes de calendrier, je vais vous afficher, hop, pour ceux qui sont sur le live, les matchs restants. En termes de confrontation directe entre nos équipes concernées ce soir, on a un Angers-Laval à la 31e journée et on a un Auxerre-Laval à la 34e journée. Mais sur le calendrier global, je ne sais pas si vous avez un petit peu en tête les calendriers de chaque équipe. Si ce n'est pas le cas, je vous les ai affichés sur le live. Qui, selon vous, a le calendrier le plus favorable pour faire une fin de saison canon? Sylvain, t'en penses quoi? J'en pense que dans cette Ligue 2, tout est possible. Donc en fait, j'ai toujours du mal à me projeter vraiment sur les matchs parce que je trouve qu'en fait, sur chaque match, tu peux gagner, tu peux perdre, tu peux te faire surprendre. C'est très 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 compliqué de s'avancer et de savoir. Une chose est sûre, c'est que nous, on a joué les trois autres. On a joué Auxerre, on a joué Angers et on a joué Laval. Donc ça déjà, c'est quelque chose de positif pour nous. Mais ça sera pas plus facile d'aller à Ajaccio notamment. Je pense que de recevoir Caen, ça sera pas simple non plus. De recevoir Bordeaux, ça sera pas simple. Et d'aller à Guingamp, où on gagne très rarement, ça sera pas simple non plus. Donc honnêtement, je saurais pas répondre à cette question. Ok. Est-ce que quelqu'un a une intuition sur le meilleur calendrier des quatre? Non, mais moi je pense que c'est trop tôt aussi. En Ouais. fait, tu peux pas raisonner en termes de calendrier parce que c'est un championnat qui est trop homogène en fait. C'est trop difficile de dire allez jouer là ou jouer contre cet adversaire, ça va être facile. Qui aurait cru qu'Auxerre se ferait accrocher par Valenciennes à la Baie des Champs, tu vois? C'est des trucs. Si tu fais des paris sportifs, jamais tu mets Auxerre qui concède le nul ou qui se fait accrocher. En Ouais. fait, et, et là, on en revient à la même chose. C'est pour ça que, encore une fois, je me dis qu'Auxerre a un grand coup à jouer. C'est que Auxerre, peu importe l'adversaire, ça joue, ça met des buts, ça envoie du jeu. C'est là où, quelque part, moi, j'ai mis des réserves encore pour Saint-Étienne, parce que vous le savez mieux que moi, mais Saint-Étienne, tu as une pression particulière. Tu as les joueurs adverses qui sont galvanisés par Geoffroy Guichard, surtout que les beaux jours vont revenir et que là, il va y avoir des ambiances de dingue. Euh, pour moi, c'est pas facile hein, pour Saint-Étienne à gérer cette fin de saison parce que oui, quelque part, t'es pas loin, mais tu y es pas encore. Tu vois, t'es pas installé dans les deux premiers. Et si tu veux qu'on analyse les matchs un peu plus précisément, oui, ce match entre Angers et Laval, il va être très important. Mais je me dis que Saint-Étienne, il faudra être très fort quand même pour aller chercher une des deux premières places. Tu vois. Ouais. Oui, c'est vrai qu'en termes d'écart de points, Saint-Étienne est troisième certes, mais avec le même nombre de points que Laval, et derrière, c'est pas si loin non plus. Benoît, juste, tu parles d'homogénéité de la Ligue 2. Ouais. Bon, on a quand même mis Auxerre un petit peu devant ou nettement devant. Mais comment tu l'expliques cette homogénéité en Ligue 2? Est-ce que c'est la faiblesse des forts? Est-ce que c'est la force des faibles? D'où elle vient cette homogénéité, selon toi? Non, je pense que c'est le malheur du foot français, c'est-à-dire l'instabilité des effectifs. En fait, euh, tu vois, nous, dans notre podcast, c'est pour ça qu'on a fait ça, c'est en fait, on suit 6 joueurs régulièrement qu'on a tout le temps dans notre podcast, et eux connaissent bien la Ligue 2, donc ils peuvent nous raconter, ils sont rompus à l'exercice. Et on a par exemple Tom Ducrot, le Bastia qui a fait une saison énorme l'an dernier, sauf que Bastia a perdu ses 4 meilleurs joueurs. Et tu as vu où est Bastia aujourd'hui? Bastia est 16e et à la limite de la zone rouge, tu vois. En fait, le changement de quelques joueurs,
ça modifie complètement le championnat et complètement une équipe, en fait. Donc, comme il n'y a aucune continuité dans ces équipes, à part Auxerre qui a gardé à quasiment son effectif de Ligue 1 en Ligue 2, bah, c'est normal qu'en fait, tu aies tout le temps du renouvellement. Et c'est très rare de voir une équipe archi dominer le championnat. Tu parlais d'Ajaccio tout à l'heure. Je vous rappelle qu'Ajaccio, quand ils sont montés en Ligue 1 il y a 2 ans, ils ont dû gagner, je crois, 18 points à 0. Tu vois, donc c'est pour ça que. Mais c'est ce qui rend, vous le disiez, hein, c'est ce qui rend ce championnat passionnant parce que, en fait, tu as les 5 premiers qui sont concernés par la montée, les 4 derniers par la descente. Rien n'est fait pour personne, mais ça renforce, je pense, si tu veux, ce sentiment d'incertitude, en fait. Parce que, à part Valenciennes, il y a quasiment tous les clubs qui sont concernés par un enjeu, tu vois. Et Au-delà de ce que tu... Pardon, non, je t'ai vas-y. interrompu, mais au-delà de ce que tu racontes, Benoît, sur la projection pour les équipes qui vont monter, le passage d'une Ligue 1 à 18, ça crée un fossé. Déjà, je pense que la Ah oui, ouais. différence entre la Ligue 2 et la Ligue 1 était énorme, mais alors le passage à 18 équipes, ça va encore plus renforcer ce fossé. Et quand je vois comme Auxerre performe en Ligue 2 cette année et comme ça a été difficile pour eux l'année dernière, je me dis que franchement, c'est là aussi où ça va être très dur pour les équipes qui vont monter. Même Ajaccio, tu les vois monter comme ça a été la croix et la bannière pour eux l'année dernière. Franchement, je trouve que au-delà de la saison, c'est les projections sur les années à venir pour les équipes qui aspirent à monter qui est délicate, quoi. Bah Sauf que justement, je pense que le point positif, c'est que comme tu vas avoir une Ligue 2 aussi à 18 clubs, ok, tu auras une Ligue 1 très sélective, mais je pense que aussi l'avantage, c'est qu'à moyen terme, tu auras une Ligue 2 ultra compétitive en fait. Et finalement, est-ce que c'est pas un mal pour un bien? Parce que oui, il y a des gros clubs qui vont mettre du temps à remonter, mais ça veut dire que aussi en Ligue 2, tu auras un championnat passionnant. Tu vois, c'est le point positif de ces championnats à 18 clubs. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive en Ligue 2, tu auras de l'intérêt, tu auras des clubs populaires que tu auras envie de suivre. Alors vous, supporters stéphanois, je vous souhaite pas d'y rester longtemps, mais c'est vrai que euh, le fait que Bordeaux et Saint-Étienne soient dans ce championnat, bah, ça donne de la visibilité aussi, par exemple, tu vois. et Nantes l'an prochain, évidemment. Peut-être, mais c'est sûr. Sylvain, justement, Benoît a évoqué quelque chose qui nous concerne particulièrement à Saint-Etienne, c'est l'instabilité de l'effectif. Quand on regarde notre effectif et la bonne forme de cette deuxième partie de saison pour l'instant, qui est entre autres dû à Nathanaël Moukou qui fait du bien quand il sort du banc, à un Irvine Cardona qui roule sur l'eau, qui marche sur l'eau, pardon, actuellement. Sauf que c'est des joueurs qui sont en prêt, c'est des joueurs qui n'ont pas d'option d'achat. Même si on venait à faire une bonne fin de saison, une très bonne fin de saison, qu'elle se termine par une montée en Ligue 1 ou pas, comment tu sens la suite? Parce que forcément, si on a la moitié de l'effectif qui est en fin de contrat et qui s'en va, ça va être compliqué de reconstruire. Tout à fait. D'autant plus quand on sait le directeur sportif que nous avons à notre club. Encore plus, ouais. En effet. Mais on va pas se raconter d'histoire. Il va falloir à un moment donné que la SSE soit vendue parce qu'avec nos actionnaires actuels, il y a plus d'argent qui est mis dans le club et ce depuis plusieurs saisons. Donc voilà, sinon ça sera qu'un one shot. Si par bonheur on arrive à monter, mais qu'il n'y a pas des nouvelles têtes qui arrivent, ne serait-ce que à la direction, on fera simplement l'ascenseur, hein. C'est inutile Ouais. de se voiler la face. Julien, justement, toi, en tant que favori pour la montée, je te propose qu'on passe maintenant un petit peu aux perspectives de fin de saison. Selon toi, qui va monter directement et pourquoi? Qui va faire partie des deux premiers? Ah, Auxerre, je vais même pas donner d'argument. Je veux dire, Ouais, depuis le début, je le dis, voilà, et ne serait-ce que parce qu'ils ont aujourd'hui 7 points d'avance plus la diff de but nettement favorable. Donc, ils ont 8 points d'avance sur Saint-Etienne et Laval. Donc, bon, ce serait quand même un effondrement absolu. Et ce serait surtout faire une série qu'ils n'ont pas fait jusqu'à présent. En fait, la différence entre Auxerre et tous les autres, c'est qu'Auxerre a pas eu de trou d'air. Quand je vous ai parlé tout à l'heure de la série de 3 matchs en victoire, c'est la plus grosse crise de résultats de la JOCR cette saison. Donc, et c'est ça 3 serait matchs sans sûr, victoire avec juste une défaite. avec juste Ouais. une défaite. Voilà. De toute façon, ils ont perdu un de leurs 16 derniers matchs. Donc Ouais. voilà, mais bon, faut toujours être prudent. Mais voilà pourquoi Auxerre va monter.
Après, j'ai entendu tout à l'heure les arguments concernant Angers et peut-être le rebond à venir. Maintenant, si je devais aujourd'hui miser, oui, je serais forcé de miser sur Saint-Etienne. Parce que moi, quand je les ai vus gagner 1 ou 2 matchs pour commencer, je vais pas mentir, je me suis dit que c'était normal. C'était comme ça que ça fonctionnait. Ils gagnent 2-3 matchs et après ils déçoivent. Là, ça a l'air d'être durable. Et moi, je les ai vus face à Auxerre récemment. Alors, je vais pas revenir sur le match. Effectivement, l'arbitre, je pense, aide un peu Saint-Etienne. Donc, mais quoi qu'il arrive, Saint-Etienne mérite au moins le nul. Et mériter le nul contre Auxerre cette saison, c'est déjà faire une vraie prestation. Donc, ils ont battu Angers, ils ont battu Auxerre. Ils sont donc, si je devais miser, les 2 premiers seraient Auxerre, Saint-Etienne. Parce que même si Laval fait une belle saison, je ne les vois pas pouvoir accélérer dans le sprint final. Je pense que eux, pour le coup, leur sprint final, ils l'ont commencé à la première journée. Donc, il y a un moment, ils ne vont pas pouvoir aller plus vite. Voilà. Et Rodez, il fait une super remontée. Ils partent de trop loin. Donc, je pense que Saint-Etienne a les cartes en main aujourd'hui. C'est vrai que Rodez, on n'a pas parlé pour l'instant, mais Rodez, c'est quand même assez incroyable. Hein. 16e budget, actuellement 5e, invaincu depuis 2 mois. C'est quand même un des boulets de canon de cette fin de saison aussi. Et une attaque de feu. C'est un symbole de Ligue 2, hein, les gars, Rodez. Hein. Regarde, l'an dernier, ils galèrent. Ils font 2-3 prêts qui marchent. Ils se font prêter Andreas Utanji, qui était en national à Orléans et qui là met but sur but devant. Nous, on a eu Kylian Corredor, pareil, qui s'affirme, qui fait la meilleure saison de sa carrière, pareil, offensivement. Des joueurs, Lorenzo Rajo, qui jouait pas à Clermont, qui est là depuis des années, qui s'impose. En fait, il suffit d'un rien, tu vois. 2-3 joueurs qui se mettent dedans, qui surperforment, et ta saison est améliorée. Après, méfiez-vous avec Rodez, parce que là, on a la photographie du classement. Ok, ils sont 5e, mais derrière, il y a quand même 4 clubs qui ont 42 points. Et si vous me demandez de miser, qui finira devant l'autre entre Rodez et Caen, par exemple, moi je mettrais Caen. Parce que Caen est plus solide, Caen est plus armé, et Caen a un buteur incroyable. Donc, faut pas enterrer le Stade Malherbe, à mon avis, pour le top 5. C'est vrai qu'il y a Guingamp, le PFC, Caen et Amiens qui sont à 42 points, et donc à 1 point de la 5e place, synonyme de play-off. Donc, c'est encore hyper serré, quoi. Moi, je suis totalement d'accord avec Caen que la GOCR vient de jouer, il n'y a pas de problème, c'est le jour et la nuit avec la première partie de saison. Mais là, je parlais pour la montée, parce que malheureusement, pour ces équipes-là, ce sera tout au plus les barrages. Et s'ils arrivent par miracle à sortir vivants d'un barrage en partant 5e, ils iront jouer le 16e de Ligue 1 en match aller-retour. Et voilà, je ne vois pas ces équipes-là gagner ce barrage aller-retour face à la Ligue 1. Dans l'histoire, il y a Auxerre qui est monté en étant passé 4e par les barrages. Je vois pas de quoi tu parles. Voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est pas pour là pour le coup, c'est pas du tout pour reparler d'un mauvais souvenir. C'est juste qu'il n'y a pas de secret. Si ça a eu lieu qu'une seule fois, c'est que c'est très difficile. Et dans une Ligue 1 avec seulement 18 clubs, ça rend la confrontation encore plus dure qu'elle ne l'était. Mais de toute façon, je pense que la montée directe, elle se joue entre 3 clubs en fait. Angers, Saint-Étienne, Auxerre. Et donc il y en a un qui sera le grand battu, qui devra se débrouiller ensuite. Mais à mon avis, je vois pas comment ça pourrait échapper à un de ces 3-là en fait. Alors que justement dans le podcast Ligue 2, le débrief, j'entendais, je crois que c'était la semaine dernière, où tu donnais les stats les stats d'Opta, les stats Opta qui disaient que Saint-Etienne avait que 2% au moment où tu enregistrais le podcast de monter directement et de doubler Angers. Et on s'attendait pas à cette série là, tu vois, ils ont fait mentir les statistiques. Mais il y a quand même un point fort, parce que là, on parle surtout à des supporters stéphanois, mais il y a un point qu'on n'a pas soulevé et que je trouve important, c'est que dans cette équipe, ok, il y a eu des manques, ok, il y a eu des carences, mais il y a quand même des leaders naturels et des super mecs. Quand tu as un Gauthier Larsonneur dans le but, quand tu as Anthony Briançon qui va revenir, quand tu as Denis Sapia derrière, tu as des mecs qui ont de l'expérience, qui ont de la bouteille, qui ont connu la Ligue 1, qui sont solides. Et ça, tu vois, je pense que ça peut compter pour les 9 dernières journées, tu vois. Angers a une très bonne équipe. Angers a quelques jeunes joueurs quand même, avec moins d'expérience. Et tu vois, on parlait de petits détails qui font la différence. Peut-être que ça comptera à un moment donné, tu vois. Ouais. Et effectivement, Gauthier Larsonneur a de la bouteille, au sens propre comme au sens figuré, si vous vous souvenez de 1 ou 2 épisodes pendant la saison. Cyprien, je me tourne vers toi. Selon toi, vraiment à titre personnel, qui va monter directement ? Bon, j'imagine que tu es d'accord sur Auxerre, mais derrière, entre Angers et Saint-Étienne, qui est-ce que tu vois monter directement ? Ouais, je vais pas être très original non plus, mais
Auxerre, clairement, je les vois terminer largement premier. Et ensuite, alors c'est la forme du moment qui veut ça, mais en même temps, je vois beaucoup de certitude dans l'effectif, dans la qualité de joueur et aussi dans le jeu qui est mieux. Saint-Étienne démarre son sprint au bon moment, je pense, et peut assez aisément rattraper les équipes avec des séries comme ça. Même si là, admettons, ils perdent 2-3 matchs, s'ils refont une autre série comme ça, et dans cette Ligue 2, ça marche beaucoup à la série, je pense qu'ils peuvent le faire. Donc ouais, je mettrais quand même Saint-Étienne en deuxième, peut-être avec une bataille avec Angers, mais je vois bien Angers en 3 et Laval qui se bat pour la 5e, 4e place, même si on aimerait voir Laval se battre jusqu'au bout pour la montée, mais je ne sais plus, je crois que c'est Benoît ou Julien qui disait tout à l'heure que Laval avait commencé son sprint dès la première journée. C'est un petit peu ça. Peut-être qu'il manquera la fraîcheur mentale, même si tout le monde y croit, et que l'avantage de Laval, c'est qu'ils n'ont aucune pression à se mettre. Parce que de toute façon, au mieux, en vrai, terminer dans les 5 premiers, par contre, ça serait dommage de paillettes, mais tu joues la montée jusqu'à la fin, enfin, c'est que du bonus, que du bonheur. Donc, pour le coup, il y a une équipe qui n'a pas de pression, c'est Laval, et qui peut vraiment jouer le truc jusqu'au bout, en espérant faire son petit truc tout seul. Après, ça va jouer aussi à la qualité de jeu et tout. Et je pense qu'il ne faut pas oublier Caen encore. Je pense qu'on fera dans 3-4 journées où se situera Caen. Mais ils peuvent, eux aussi, pourquoi pas, à la manière de Saint-Étienne, faire un truc assez incroyable là sur les dernières rencontres, quoi. Ouais. Justement, on a commencé à évoquer les barrages de fin de saison. Donc, pour rappel, les 2 premiers de Ligue 2 vont monter directement en Ligue 1. Et puis, il y aura des playoffs entre le 3e, 4e et 5e avec à la clé un match contre le 16e de Ligue 1 qui pour l'instant est Nantes. Déjà Benoît, toi, est-ce que tu penses que ça va être ce classement-là à la fin de la saison pour la Ligue 1, donc Metz et Clermont qui descendraient directement et Nantes qui disputerait les barrages? Là aussi, c'est serré, hein. Et puis, on attend tous de voir ce que ça va donner, l'effet Comboiré, le nouveau comeback à Nantes. Je pense que Clermont et Metz, ça va être très compliqué, parce qu'on a encore vu une équipe messine en grande difficulté lors du dernier match à Reims dans cette défaite 2-1. Je pense que Clermont, il y a trop de retard. Après, c'est pas fait, hein. Je vois le Havre, que j'aime beaucoup pourtant, qu'on a beaucoup suivi en dernier, qui est dans une très très mauvaise dynamique. Ils sont Il y a plus de marge, à on met plus 27 de buts. points, ouais. Mais ils ont un calendrier très abordable, là. Attention. Ouais, mais c'est pareil, en fait. C'est pareil, les histoires de calendrier, c'est la même chose en Ligue 1, finalement. Tu vois? C'est, Ils ont ok, il y a trois des- il y a des concurrents équipes- directs. Ils ont 3 concurrents directs à domicile. Ouais, mais faut Après, les si battre. tu gagnes pas ces matchs-là et que tu descends, tu mérites de Ben, c'est descendre. ça, bien sûr. Bien sûr. Moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est la dynamique. Parce que franchement, première partie de saison, on se dit, ah bah, ils vont se sauver, c'est bien parti et tout, on était plutôt confiants. Et là, depuis quelques journées, le problème que j'ai avec le Havre, si tu veux, c'est que je vois pas le mec qui va te permettre d'aller te sauver. Il y a André Ayou qui fait quelques trucs, qui a fait un bon retour en Ligue 1 et tout. Il y a Momo Bayo qui a beaucoup de mal. Dans les autres équipes, mine de rien, t'as le petit Diarra à Lorient. À Nantes, t'as quelques joueurs de qualité. À Montpellier, t'as TJ Savanier, à Cor Adams, ça peut marcher. Au Havre, il manque ce petit plus. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et puis après, il faut être totalement transparent sur une chose, c'est que ceux qui vont jouer les playoffs et potentiellement les barrages entre Nantes, Montpellier, Lorient et Le Havre, je sais pas vous, mais moi le choix il est vite fait, hein. Bah Je oui, préfère oui, largement c'est sûr. jouer Le Havre que les 3 autres, hein, qu'on soit bien Bah, d'accord. c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Et globalement aussi, on rappelle que ce système de barrage, il est sympathique pour le suspense de fin de saison, mais globalement, c'était Julien qui le rappelait tout à l'heure, je crois qu'il y a que Auxerre qui a réussi à accéder à la Ligue 1 avec ce système de barrage, parce que du coup, l'équipe de Ligue 2 sortira d'une saison avec 20 clubs en Ligue 2, donc avec plus de matchs que l'équipe de Ligue 1 qui est une Ligue 1 à 18, et en plus, il y aura eu les playoffs avant. Qui selon vous là parmi si on fait un arrêt sur image là sur le classement à l'heure actuelle et qu'on prend de la 3e à la 9e place puisque ça se tient en très peu de points, donc entre Amiens, Caen, Paris, Guingamp, Rodez, Laval et Saint-Étienne, qui
qui pourrait se positionner correctement pour ces barrages, que ce soit mentalement, ou j'ai l'impression que ma question a pas beaucoup d'intérêt parce qu'en fait, du coup, on va tous répondre Saint-Etienne vu qu'on les voit plutôt monter deuxième. Ouais. En vue du match en vue de quoi? En vue des barrages 5e, 4e et 3e ou en vue du match face à la Ligue 1? En vue des playoffs, pardon, en vue du match 3e, 4e, 5e. Oui, comme l'a dit Benoît tout à l'heure, oui, je pense que l'équipe à surveiller, ce serait Caen qui arriverait, si d'aventure il le fait, ils arriveraient en énorme fraîcheur et dans un boost assez impressionnant avec un effectif qui, à la base, était taillé pour jouer ce rôle-là avant de disparaître en début de saison dans les bas-fonds, quoi. Ouais. Moi si j'avais un changement à faire, je pense, sur la photographie actuelle, je pense que j'enlèverais Rodez du top 5 et je mettrais Caen. Mais sur les positions, je resterai quasiment sur la photographie qu'on observe à ce moment, tu vois. Je verrai Auxerre champion, Angers pourquoi pas deuxième, malheureusement Saint-Étienne troisième malheureusement pour vous. Et je pense que Laval terminera quand même quatrième parce que tu as une petite marge. Et pourquoi pas Caen qui peut terminer là. Le Paris FC, j'y crois peu. Guingamp à la rigueur. Mais s'il y a une équipe à choisir dans les clubs qui ont 42 points, ouais, je vois plus le Stade Malherbe. Okay. Même si, franchement, ils ont tellement de trous d'air qu'ils restent sur 2 défaites quand même. Hein. Ils ont perdu contre le Paris FC, bon, à Auxerre. Ils sont pas si mauvais d'ailleurs à Auxerre. Ils se font dominer, mais ils ouvrent le score, je crois. Ils ont même des balles en contre. Ils auraient pu, c'est ça. faut le reconnaître, ils auraient pu en contre à un moment. Pourquoi pas creuser l'écart. Le problème de Caen, c'est les matchs abordables. C'est pas pareil. Comme peuvent l'être les matchs de l'Olympique Lyonnais, notre voisin maléfique. Non, mais comme beaucoup d'équipes, par contre, je rebondis à cette phrase, comme beaucoup d'équipes de Ligue 2, c'est aussi l'une des forces d'Auxerre qui certes vient de perdre à Geoffroy Guichard, mais dans l'ensemble a très peu raté ces très grosses affiches de la saison. Et quand tu sais être là le grand soir, entre guillemets, c'est vrai que tu voyages vraiment. Sylvain, justement, on parle beaucoup de dynamique là depuis le début de l'émission. Là, on est en période de trêve internationale. Est-ce que, selon toi, cette trêve, elle va avoir plutôt un effet positif ou négatif sur Saint-Étienne? Parce que d'un côté, on commence, Olivier Dalloglio en parlait justement sur RMC, on commençait à avoir pas mal de difficultés physiques avec pas mal de joueurs qui sentaient des tiraillements, qui commençaient à se blesser un petit peu musculairement, et donc du repos est le bienvenu, ou est-ce que au contraire là ça risque de casser un petit peu la dynamique, de casser cet esprit de rush final dans lequel on s'était lancé? Comment tu l'envisages cette pause? Eh ben, c'est simple. Selon moi, on a 2 rencontres décisives contre Valenciennes qui est lanterne rouge et contre Concarneau qui joue sa survie en Ligue 2. Il faudra faire le nécessaire contre ces 2 équipes-là. On va à Valenciennes et on reçoit Concarneau. À mon avis, il faudra faire 6 sur 6 pour aller à Ajaccio en étant un petit peu moins sous la pression de résultat, même si évidemment il faudra prendre le maximum de points jusqu'au bout. Mais moi je crains beaucoup ce déplacement à Ajaccio, d'autant qu'Ajaccio est sur une mauvaise dynamique. Ils ont perdu contre Annecy, si je dis pas de bêtises, le week-end dernier. Ils étaient à jouer les premiers rôles et finalement ça s'effiloche un peu là. Le Ajaccio, Bordeaux, Grenoble, Caen, Guingamp qui arrive ensuite. J'espère sincèrement qu'on va faire 6 sur 6 pour les 2 prochains matchs pour arriver à peu près gonflé et faire du mieux possible, parce que les 5 matchs ensuite c'est du costaud. Ouais. Même Rodez, suivant la dynamique à l'avant-dernier match, suivant leur positionnement, ça peut être compliqué aussi. Après, j'espère que pour eux ce sera déjà réglé et qu'ils arriveront peut-être un peu plus tranquilles. Et qu'il en sera de même pour QRM lors de la dernière journée. Désolé pour les supporters de Rodez et QRM, mais voilà. Je pense qu'on a une série de 5 matchs ensuite qui vont déterminer la suite, et il faut absolument que cette trêve nous permette simplement de recharger les batteries et de confirmer la bonne dynamique. Et surtout, Ajaccio, méfiez-vous, parce que ce sera un match intéressant la prochaine journée, lundi, Ajaccio-Auxerre, parce qu'en plus, ils changent le nom du stade, c'est un événement là-bas, ça va s'appeler le stade Michel Moretti. Et Ajaccio, vous parliez de dynamique, de classement, etc. Ajaccio, on en a l'habitude, mais c'est 3e équipe de Ligue 2 à domicile. Alors à l'extérieur, ils sont cata, ils sont avant-derniers.
Mais aller gagner à Ajaccio, c'est un vrai exploit. Alors, ce déplacement, Une vous seule avez raison de défaite, le je crois. prendre. Ouais, Perdu prenez-le au qu'un match. sérieux parce que c'est jamais facile. Et d'ailleurs, j'en profite juste, c'est que demain, nous, on fait une spéciale ACA d'ailleurs. Avec Olivier Pantaloni, Johan Cavalli, le directeur sportif, et 2 joueurs, Valentin Jacob et Thomas Mangani. Mais à mon avis, c'est le type de match difficile à gérer. Tu vois, on parlait tout à l'heure des calendriers. Tu regardes Ajaccio, tu vois qu'ils sont 12e. Attention quand même, hein, quand tu vas aller jouer surtout chez eux, ce sera très Totalement. compliqué. Et Totalement. Benoît, vous avez pas invité Loïc Durand pour la spéciale AGIA? Loïc Durand, c'est-à-dire? Est-ce que tu vois qui c'est? Pas du tout. Alors moi, c'est quelqu'un que j'avais découvert il y a quelques années. L'équipe avait fait son fameux annuel les 50 personnalités. Ah, bien sûr, mais si, le supporter historique. Bien sûr, Exactement. oui, si. J'en Si, profite. on avait prévu de l'inviter. Je- Ouais, incroyable ce mec. Ouais. Je sais pas si vous le connaissez, mais il fait tous les déplacements d'Ajaccio avec son fils désormais, parce qu'il est papa. Ouais. Mais ouais, quelle histoire. Il se retrouve souvent tout seul dans le parcage visiteur, mais en tout cas, il s'accroche. Donc, ça, Ouais. c'est la Ligue 2 qu'on aime. Tu vois. Exactement, c'est la Ligue 2 qu'on aime et du coup j'en profite Ouais. pour lui passer le bonjour et vous recommander sa chaîne YouTube parce que il fait tous les déplacements de la GIA et il vlog ses déplacements et franchement il y a un côté anciennement l'émission Striptease pour ceux à qui ça va parler où on le suit brut de décoffrage et avec son amour pour le club et c'est même moi qui suis pas forcément la GIA, c'est hyper sympa à regarder. Je vous recommande vivement sa chaîne YouTube. Eh bien, écoutez, messieurs, je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'on voulait se dire pour ce soir, mais il nous reste quelques minutes. Ces quelques minutes, on va les occuper en faisant un petit quiz. On a pris l'habitude cette saison de faire un petit quiz en fin d'émission et pour faire gagner un chèque à une association du chroniqueur qui gagnerait le plus de quiz. Ce soir, c'est un quiz spécial. On va faire un quiz spécial Ligue 2 et on va commencer avec une première question. Je vais vous demander à tour de rôle de me citer un club ayant gagné au moins 3 fois le championnat de 2e division, que ce soit Ligue 2 ou 2e division. Le premier qui se trompe, bien sûr, est éliminé. Et on va commencer avec toi, Benoît. Tu dois me citer un club ayant gagné au moins 3 fois la Ligue 2. Bon, je dirais Metz. Metz, ils ont gagné effectivement 4 fois la Ligue 2. Bien joué. À toi, Cyprien. Ça, c'est le truc où j'ai peur. Je vais dire Auxerre. Eh bien, Auxerre, non. Ils ont pas gagné 3 fois la Ligue 2. Alors, je sais pas combien de fois exactement. Mais, a priori, ils sont pas dans mon petit classement. Désolé. Parce qu'une seule fois. Cette année encore. Cette année. Ils l'ont gagné qu'une seule fois parce qu'ils sont montés finalement que 2 fois, puisqu'ils sont restés Ouais, ils 2 ans étaient la tout en Ligue première 1. année. Effectivement, Première fois. champion de France de 2e division en 1980, donc ils ne l'ont gagné qu'une fois. On passe à toi, Julien. Le Havre. Le Havre, effectivement, ils sont premiers de ce classement avec 6 titres de 2e division remportés. À toi, mon cher Sylvain. 3. 3. Et non, 3 ne fait pas partie des clubs ayant remporté au moins 3 fois la Ligue 2. Désolé, ça va se jouer donc entre Benoît et Julien. Benoît, à toi. Moi, je dirais Strasbourg. Strasbourg, effectivement, ils l'ont gagné 3 fois en 77, 88 et 2017. À toi, Julien. Lens. Lens, ils l'ont gagné 4 fois en 37, 49, en 73 et en 2009. À toi, Benoît. Je vais tenter un Lorient. Lorient... Eh bien non, Lorient ne fait pas partie des clubs ayant remporté au moins 3 fois la Ligue 2. Julien, pour valider ta victoire, t'as déjà gagné, mais pour la valider définitivement, est-ce que t'en as un dernier à me donner ? On va tenter l'avant-dernier, Toulouse. Toulouse, effectivement, Toulouse l'a remporté 3 fois, félicitations à toi. Il restait encore Saint-Etienne, enfin. Sylvain Sacrilège. Sylvain, qu'est-ce qui s'est passé ? On l'a gagné 3 fois la Ligue 2, quand même.
Ouais, je pensais qu'on était un club de Ligue 1, tu vois, comme Auxerre, mais je me suis trompé. Il y a également Lyon qui l'a gagné 3 fois, Montpellier qui l'a gagné 3 fois, donc Metz qui l'a gagné 4 fois, Lille qui l'a gagné 4 fois, Nice qui l'a gagné 4 fois, et puis Nancy qui l'a gagné 5 fois. Deuxième question, pour l'instant, 1 point pour Julien. Là, je vais vous demander un au plus proche. Citez-moi le record de buts en une saison par un club, sur une saison à 40 matchs. Quel est le record de nombre de buts en une saison par un club? Petit indice, c'est Angers en 1968-1969. Benoît, selon toi, combien de buts ont-ils marqué? Je dirais 92 buts. 92 buts, ok. Cyprien, combien tu dirais? C'est une saison à 40 matchs, tu as dit. Ouais. Bon, allez, on va dire 100 pour faire un truc rond. Allez, 100 tout rond. Julien? Ça va pas être très fair-play, mais on va dire 101. 101, très bien. Et Sylvain? 102. 102. Eh ben, c'est notre expert tactique Sylvain qui va remporter. Puisqu'ils ont mis 128 buts quand même en une saison. C'est assez énormissime. Troisième question. On va faire un qui suis-je, donc vous connaissez, hein, Julien Cazard l'a popularisé. Je vais vous dire la biographie d'une personnalité du football. Et puis dès que vous savez qui c'est, vous dites votre prénom, je vous interroge et vous avez la main pour faire une tentative. Je suis né en 1957 à Sainte-Foy-la-Grande, une petite ville de Gironde. Ma carrière de footballeur professionnel... Julien? Julien? Je suis pas Sainte-Foy-la-Grande. Non, c'est pas Jean-Marc Furlan? Waouh! Ah, mais c'était le coach d'Auxerre, hein. Ah, c'était le coach d'Auxerre. Mais j'avoue, j'aime beaucoup Jean-Marc Furlan. J'ai écouté beaucoup d'interviews de Jean-Marc Furlan. Je pensais quand même pas que ça se jouerait sur Sainte-Foy-la-Grande. Non mais attendez, c'est le quand même. Même si depuis, le pauvre, il est un peu dans la difficulté, il a quand même fait remonter Auxerre après 10 ans de Ligue 2. Tout à fait. On a beaucoup parlé de lui dans le coin. Voilà, Du coup, on est obligé de connaître sa c'est bio, pas du un coup. exploit. Voilà, c'est pas un exploit de ma part, je vous assure. Tout à fait. Donc effectivement, Jean-Marc Furlan qui a une carrière de joueur, de défenseur central pendant 17 ans, il a joué en professionnel et il a fait le globe-trotter, hein. Il a été à Montpellier, Laval, Lyon, Tours, Bastia, Montpellier, Lens, Arras, Libourne et Saint-Seurin-sur-l'Île et donc Bordeaux. Et puis il a continué sa carrière en tant qu'entraîneur où là aussi il a beaucoup bougé. Il est reconnu pour son jeu offensif, pour avoir fait monter pas mal de clubs en Ligue 1, mais il est aussi connu pour avoir du mal sur les saisons qui suivent, et il a d'ailleurs été recruté et viré en quelques mois là sur sa dernière expérience à Caen, où ça s'est assez mal passé. Dernière question, ça va être à nouveau un au plus proche. Et on va revenir bien sûr sur l'AS Saint-Etienne et la Ligue 2. Combien de matchs l'AS Saint-Etienne a-t-elle joué en seconde division? Ouais, là je sais qu'on est plutôt sur du pifomètre, mais j'avais envie quand même d'avoir une question centrée sur Saint-Etienne. Benoît, combien de matchs Saint-Etienne a joué en Ligue 2 selon toi? Alors attends, ça fait... Je dirais 560 matchs. 560 matchs. À toi, Cyprien. 573 matchs, c'est ce que j'allais dire avant que Benoît le dise, donc on est à peu près dans les mêmes cordes. 573, ok, Julien. J'en ai aucune idée, donc je vais faire 565. Faire encore un truc d'escroc. 565. Et enfin, Sylvain. Si t'as un tout pile, tu marques des points pour le classement du SNC dans la saison. Ah, tu devrais le savoir. Ouais, oh bah. Déjà, je savais même pas qu'on il était savait 3 pas fois qu'il champion avait de gagné France. 3 fois. Ouais, c'est vrai. Il était resté à 2, moi, 1999 et 2004, donc tu vois. Je vais dire 620. 620. Eh bien, ça va être Benoît Boutron, spécialiste de la Ligue 2, qui s'en rapproche le plus puisqu'il a dit 560 matchs et c'était 558 matchs.
Oh, Donc énorme. franchement, Ouais. pour du pif, Ouais. c'était quand même pas tombé loin. Voilà. Félicitations. Bon, et ben écoutez, merci beaucoup messieurs, ça fait 1 heure pile qu'on parle. C'était un plaisir de faire cette émission avec vous. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci Cyprien, merci Julien et merci Benoît. Et merci bien sûr Sylvain qui fait partie de nos chroniqueurs réguliers. Félicitations à nouveau aux féminines quand même qui ont validé leur maintien d'une bien belle manière ce week-end. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Saint Night Club. Le sprint final va se lancer. On a encore de très belles émotions à vivre potentiellement ou alors de très beaux débriefs de défaite si jamais ça se passe mal. Merci à tous, allez les Verts et à la Merci toi, prochaine. Clem. Merci les gars. Bonne Salut. bonne soirée à tous. Salut, Salut à tous. ciao. Ciao, ciao.